Un enfant écoute attentivement une histoire racontée par son grand-père ou sa grand-mère. Les mots simples mais évocateurs décrivent des forêts mystérieuses, des héros courageux et des fins heureuses. Pourtant, ce conte, entendu une seule fois, restera gravé dans sa mémoire pendant des années. Pourquoi ces histoires marquent-elles autant alors qu'un cours d'histoire ou une liste de courses s'efface si vite ? De votre côté, vous vous souvenez probablement d'un conte que l'on vous racontait dans votre enfance, peut-être le petit chaperon rouge ou encore les trois petits cochons. Vous pourriez même en réciter des passages aujourd'hui. Mais vous souvenez-vous avec autant de détails de ce que vous avez lu ou appris la semaine dernière ? Probablement pas. Car les contes ont une façon unique de s'ancrer dans notre mémoire et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vécu ce phénomène quand une histoire marquante fait le tour des réseaux sociaux. Qu'il s'agisse d'un acte héroïque, d'une success story ou d'une leçon de vie, ces récits courts captent l'attention, se partagent en boucle et restent en mémoire. Mais pourquoi ces récits marquent-ils autant alors que des informations tout aussi importantes passent parfois inaperçues ? Et bien c'est parce que ces histoires modernes s'appuient sur les mêmes mécanismes que les contes traditionnels pour capter et graver nos mémoires. Et aujourd'hui, pour en parler, j'accueille Nicolas Mezzalira, spécialiste du conte et conteur lui-même. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://lessecrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Et donc aujourd'hui, je reçois mon ami Nicolas Mezzalira, conteur et formateur à la mise en récit et à la narrativité. Salut Nicolas. Salut Vincent. Et est-ce que tu pourrais te présenter, allez, rapidement, parce que tu as un tel parcours qu'on pourrait passer la journée. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour justement introduire ce sujet ? Alors, Nicolas Mezzalira, pour vous servir, né en pays guérandais, près du Sel, et exerçant depuis maintenant presque 25 ans, oui, plus de 25 ans, l'office de passionné de la littérature orale traditionnelle, des contes et légendes. Alors, j'ai alterné mon parcours entre la forêt de Brocéliande, où j'ai toujours mes attaches et où je reviens régulièrement, et le reste du monde où parfois j'officie au service du ministère des Affaires étrangères comme attaché culturel ou directeur d'Institut français ou d'Alliance française. Et je suis désormais, depuis le retour de ma dernière mission, conteur professionnel et formateur donc pour tous les publics autour des thèmes du conte traditionnel, de la prise de parole, donc d'éloquence artistique, et également de la mise en récit, c'est-à-dire de la narrativité, sur l'art d'inventer, de créer des histoires sur le canevas des traditionnels, des contes et légendes, ce qu'on appelle en termes un peu techniques la diégétique, l'art du récit, la diégésis selon l'ancien concept grec, en parallèle avec la mimétis, qui relève davantage de l'art dramatique, de l'art du théâtre, pour créer la catharsis, l'expression des émotions et la libération des sentiments et des émotions. Ça en fait des mots compliqués, tout ça. Et nous, on se connaît depuis un petit moment déjà, donc je t'ai surtout connu justement dans ce contexte du centre de l'imaginaire arthurien, en forêt de Brocéliande, où moi j'officiais comme simple petit magicien, et toi tu dirigeais un peu tout ce petit monde. Et en fait, pour ceux qui suivent le podcast, c'est donc Nicolas qui m'a fait venir au Pérou pour l'Alliance française, et c'est grâce à lui que j'ai fait mon petit périple au Pérou, parce que Nicolas donc dirigeait cette fameuse Alliance française, donc homme de multiples talents. Et si j'ai voulu te recevoir aujourd'hui, Nicolas, c'était justement par rapport au lien qu'on peut faire entre la mémoire et le conte. Vous savez que la mémoire, elle s'appuie sur un circuit, qu'on appelle le circuit de la mémoire, et que tout commence dans une zone, le système limbique, responsable d'une mémoire, enfin plutôt qui va abriter une mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Elle va donc permettre de contextualiser l'information, et justement le conte, ça permet donc de contextualiser, de mettre en scène, de favoriser l'imaginaire. Et Nicolas, est-ce que tu peux me confirmer qu'historiquement, le conte est une méthodologie pour enseigner et apprendre ? Oui, c'est l'école avant l'école. Le conte, c'est la manière de transmettre des manières de vivre, des manières de faire et de ne pas faire,
de mettre en garde contre certains tabous. Alors, l'oralité précède l'écrit, hein, ça c'est évident, et elle est une technologie humaine, j'allais dire, pour à la fois comprendre le monde qui est autour de nous, fournir des clés de lecture à différents niveaux, hein, qui vont de la création de l'univers à les grandes cosmogonies, aux récits étiologiques qui expliquent pourquoi tel oiseau a des plumes de telle couleur ou tel mammifère une queue de telle longueur. Ce sont des récits à la fois poétiques, mais aussi, d'une certaine manière, ils fournissent une clé de compréhension du monde. Alors comment ça marche? Parce qu'au départ, est-ce que d'abord c'était toujours forcément raconté sans musique, ou est-ce que c'était mis en musique? Comment il y a une structure dans le conte qui fait que ça fonctionne au départ? Bien sûr, il y a une structure dans le conte. Les séries, par exemple, hein, où on répète souvent, où les aventures vont par 3, par 7, par 9. Ça, c'est très important, effectivement. Et puis, très souvent, c'est scandé. C'est scandé. Alors là, on est entre le magico-religieux et simplement le ludique et le divertissement. Hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension aussi. Il y a un niveau de compréhension qui va être tout simplement effectivement des récits de mise en garde ou des récits simplement ludiques qu'on raconte aux enfants avant d'aller se coucher, mais qui peuvent être pleins de perles de sagesse et pleins d'enseignements, pas forcément dit au premier degré, parce qu'on comprend mieux les choses que quand on ne nous les dit pas directement. Je ne sais pas si c'est intelligible ce que je raconte, mais en fait, si on nous dit de ne pas faire quelque chose, souvent la première tentation, c'est de le faire. Alors que si on vous le fait comprendre au détour d'un, par exemple, personnage qui s'appelle Pépé Crochet, qui vit au fond des puits, et si tu t'approches trop près, Pépé Crochet t'attrape par le paletot et te fait tomber au fond du puits, là effectivement on y réfléchira à deux fois avant de s'approcher de l'objet du danger. Finalement. Est-ce que le conte, justement, son rôle, c'est de permettre à la personne de s'identifier à un moment donné ou Oui, c'est ça, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la diégésis, l'art du récit, la diégèse, et la mimétis, l'art d'incarner des personnages qui sont tous les deux inclus dans le conte, c'est-à-dire je raconte moi, Nicolas, conteur, à la première personne, mais à l'intérieur de mon histoire, je ne m'interdis pas de jouer comme un acteur mes personnages, vont essayer d'activer ce mécanisme clé qui est la catharsis. C'est-à-dire effectivement que tu t'identifies à moi et que tu puisses, à travers ce jeu d'identification qu'on trouve pas que dans le conte, mais au cinéma, qui paraît le grand conteur d'aujourd'hui, Hollywood, ou d'autres, d'activer ce mécanisme d'expression des sentiments et des émotions qui vont faire que tu vas pouvoir libérer d'ailleurs certains blocages, certaines tensions, et revenir chez toi en disant j'ai adoré ce film, j'ai pleuré pendant 1h30, c'était super. Donc on voit bien que ça touche toute cette partie, on va dire, épisodique en lien avec les émotions. Et comment est-ce qu'on faisait passer, alors je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, comment est-ce qu'on faisait passer à travers le conte, ou comment est-ce qu'on fait passer aujourd'hui avec le conte des concepts peut-être abstraits? C'est possible ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On les fait passer à travers les symboles. Du genre? Par exemple. Le symbole, allez, faisons quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui est le dragon, par exemple. Oui. Le dragon est un symbole parfaitement possible, parce qu'il est possible à travers la fiction et l'image mentale de la réconciliation des contraires que sont l'oiseau et le serpent. D'accord. Le cosmotellurisme, s'il fait parler de choses un peu abstraites, voire absconses, qui est la réconciliation du sous-sol et du ciel. Le dragon n'existe pas, mais il existe en tant qu'image mentale, parce qu'il permet de parler de quoi? Et là, vous voici révélé le secret ultime du dragon, en tout cas selon moi, après quelques années de recherche, qui est le cycle de l'eau. L'eau souterraine, l'eau qui s'évapore, qui monte au ciel et qui redescend dans un fracas tempétueux avec des éclairs du tonnerre, et qu'on appelle ou qu'on doit maîtriser quand elle est trop puissante. Et tout le cycle, le lien des hommes avec le dragon, c'est de savoir essayer de dompter ces forces de la crue des fleuves et de l'appeler quand on en a besoin, quand il faut, dans nos sociétés agraires, pouvoir faire pousser les fruits de la terre. Et dans le conte, il y a toujours cette idée au départ de « il était une fois » qui attire l'attention, qui permet aux gens peut-être de raccrocher un peu les wagons quelque part. Comment est-ce que justement on arrive à maintenir l'attention d'une personne autour d'un conte? Parce que quelque part l'idée derrière, c'est qu'on soit capable peut-être de raconter ou de partager quelques idées, hein. On le fait souvent de façon spontanée, hein, on connaît tous des contes, des histoires. Je ne sais pas si tout ce qui est Hansel et Gretel, on est dans le conte là, hein. Donc on est capable de raconter tous après l'avoir entendu une fois.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'on parvient à maintenir l'attention et à rendre justement mémorable, selon toi, un conte? Alors c'est là où interviennent toutes les techniques traditionnelles que les conteurs, des générations de conteurs et de conteuses ont mises au point depuis des milliers d'années. Ça va donc du Il était une fois qui est très important, et de ce fameux cric-crac, qui est ce jeu instauré entre le conteur et le public. Le conteur dit cric, le public répond crac. Ça a l'air de rien, ça, mais ça veut dire, attention, avant, nous étions dans une autre parole. Une parole quotidienne, une parole fatigue, ou d'autres, voilà, pour pas utiliser trop de mots savants, mais une parole, voilà, passe-moi le sel, comment va ta belle-mère, etc. Et à partir du cric et du crac, et du Il était une fois, on a décidé tous ensemble de jouer à un jeu de manière volontaire, en disant on laisse de côté la parole ordinaire, quotidienne, et on entre dans un autre monde, ensemble. Et c'est très important parce que c'est aussi une des questions qui me passionne à travers cet objet artistique bien singulier qu'est le conte, qui est différent du théâtre, j'insiste. On dit qu'il n'y a pas de quatrième mur dans le conte, c'est-à-dire que ce quatrième mur, en théorie d'art dramatique, c'est ce mur invisible qui sépare la scène, l'acteur sur scène du public. Le conte est radicalement différent de tout ça. On est avec les gens sont avec nous. Rien n'est appris par cœur ni redit à l'avance, en tout cas dans le conte traditionnel. Et c'est ça qui fait que tout va pouvoir être différent à chaque fois, et on crée véritablement un cercle. Le cercle des menteurs, aurait dit Jean-Claude Carrière. Le cercle des menteurs, c'est-à-dire on a décidé tous ensemble de faire un pas de côté et d'entrer dans un monde fictionnel, imaginaire. Quand on part dans ce voyage-là, on n'en revient jamais indemne, mais on y va ensemble. C'est-à-dire qu'on va voyager ensemble, on va faire le boulot ensemble. C'est ce que je dis moi quand je commence une histoire. Il n'y a pas que moi qui participe, on est tous ensemble, et c'est à chaque fois différent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit « il était une fois », il y a une forme de promesse en fait. On sait qu'il y aura une sorte d'aventure, ouais. Il y aura des rebonds, des rebondissements. Ouais, c'est comme quand on est gamin, si tu veux. C'est, pour moi, fondateur, c'est pas une régression, mais c'est une convention où on a décidé qu'on jouait aux cow-boys et aux indiens, et que quand on compterait jusqu'à 10, on se relèverait, quoi, tu vois. Et ce qui est intéressant dans le conte aussi, c'est qu'on retrouve l'essence même de l'art de la mémoire, qui consiste à créer un chemin. Ouais. Et ça, tu m'en parles beaucoup de ce chemin. Quand on discute ensemble, finalement, on retrouve un peu les mêmes stratégies, mais dites différemment. Et toi, justement, tu me dis que tu n'écris rien, et que tous les contes que tu racontes, on dit ça, que tu narres, oui. Que tu racontes, eh bien, tu les fais de tête. Et ça me permet justement donc de faire ce lien avec notre capacité tous à mémoriser presque naturellement de l'information, sans avoir forcément besoin de mettre trop d'efforts, quoi. Oui, alors là, c'est là où effectivement nos domaines se rejoignent tous les deux de manière très stimulante, parce que moi, je suis partisan d'un conte traditionnel à l'ancienne, comme on peut voir d'ailleurs certains académiciens, collecteurs, ethnologues, etc., s'émerveiller du fait que des gens qui n'aient jamais été à l'école puissent retenir 150 chansons d'un répertoire traditionnel, ou 50 contes de mémoire qui durent 1h30, comme si cela nécessitait d'avoir été à l'école. Non, il y a d'autres mécanismes, effectivement, d'apprentissage et de mémorisation, j'allais dire, organique. Oui. Je ne sais pas comment le dire dans tes termes à toi, mais qui font qu'effectivement, on n'est pas obligé d'apprendre par cœur. Moi, je n'ai jamais appris un terme par cœur. Et effectivement, une histoire et c'est peut-être la seule chose pour moi à apprendre un peu en force, c'est-à-dire à une structure, oui. Un schéma narratif, traditionnellement, comme on l'apprend à la fin du primaire ou au début du collège, c'est-à-dire situation initiale, il était une fois un roi et une reine qui s'aimaient d'amour dans un beau château, qui est une situation en équilibre. Le début d'Astérix, tu vois, on est dans le village. Le village c'est réductible. Donc, situation initiale, élément perturbateur, quand tout à coup, un dragon arrive et enlève la reine. Donc, situation initiale, élément perturbateur, les péripéties, toute la suite des aventures. Alors là, ça peut effectivement durer très longtemps, mais ce ne sont qu'un des 5 éléments du schéma narratif. Situation initiale, élément perturbateur, les péripéties, élément de résolution et situation finale. Quand tu maîtrises ça, quand tu identifies à travers n'importe quelle histoire, d'autant plus les récits traditionnels, c'est pour ça que moi je suis un tenant de cette transmission des récits populaires traditionnels, des contes de tradition, parce c'est une sagesse, c'est une expérience sédimentée, accumulée depuis des milliers d'années. Ils ont été répétés, ce sont des objets qui ne sont pas anodins.
différemment de récits modernes, d'écrivains, de fiction, de nouvelles, de films, qui sont tout aussi intéressants, qui sont d'ailleurs souvent calqués sur ces récits traditionnels, mais qui peuvent parfois déroger à ces règles. Ces récits traditionnels, on peut les découper en cinq morceaux, qui n'ont pas forcément tous la même importance dans le récit en termes de durée, de linéarité, mais qui sont des passages, on va dire, objets. Une fois qu'on a ce squelette narratif, tu sais, c'est un peu, et j'utilise cette image souvent dans mes formations, quand on voit les pilotes de la patrouille de France faire ce qu'ils appellent faire la musique, où tu les vois assis sur une chaise dans leur bureau, et ils ont les yeux fermés, et ils font des drôles de mimiques comme ça. C'est aussi bon pour les descendeurs de ski ou pour les pilotes de Formule 1. Ils répètent leur course, ils répètent leur parcours en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Et donc c'est ça, voilà, prenons l'image du descendeur de ski, bon bah effectivement, il y a des portes à pas louper. Il y a 5 portes à pas louper. Si tu en loupes une, là c'est embêtant. C'est la seule chose qui est embêtante. Et encore, l'oralité peut même permettre de dire « Ah oui, mais au fait, j'avais oublié de vous dire que au tout début de l'histoire, il avait pris une clé dans un coffre qui était dans un château. » Bon, tu t'en sors, là c'est vraiment limite. Mais une fois que tu as ces 5 histoires, le reste... Alors tu vas me convoquer certainement comment tu appelles ça, le palais mental ou des choses comme ça. La méthode des lieux, voilà. Tu te plonges dans ton histoire comme si tu avais une carte mentale, comme si tu étais dans l'univers dans ton histoire, mais comment vas-tu le faire? Tiens, parce que c'est souvent une question qu'on me pose quand j'ai des stagiaires en formation, c'est mais comment je vais faire pour me souvenir de tout ça? Je dis mais... Alors là, ce que vous voyez pas, c'est que Nicolas, pendant qu'il parlait, il avait les yeux fermés. Donc là, on sent qu'il était dans son palais mental, enfin, dans ton histoire, dans ton... Et d'ailleurs... je connais un des meilleurs conteurs que j'ai jamais vu qui compte les yeux fermés. Et si vous voulez savoir si un conteur est un bon conteur, allez le voir et fermez les yeux. Ah oui. Parce que les images mentales, et c'est tout le boulot, les émotions et les images, un bon conteur doit être capable de susciter des images mentales dans votre propre imaginaire. Tout est là, générer des images et des émotions. Et une fois que tu as toi ce squelette narratif-là, que tu vas donc déshabiller l'histoire des mots d'un autre, parce que maintenant, on n'est pas fou, on repart de la littérature, on repart de l'écrit. La transmission traditionnelle au coin du feu, quand même très largement interrompue, malheureusement. Donc, tu vas défaire cette histoire qui t'intéresse, cette histoire qui t'a choisi toi. Ce n'est pas toi qui choisis l'histoire, c'est l'histoire qui te choisit parce qu'elle te parle. Donc, si elle te parle, c'est que tu as quelque chose à en tirer, parce qu'elle va résonner à travers toi. Donc, tu vas la défaire de ses oripeaux, des mots d'un autre, pour mettre tes propres mots, tes propres images et tes propres émotions. Si tu nourris ton histoire avec tout ça, le mécanisme de mémoire, théorise-le comme tu le veux, mais en fait, bien sûr, tu es dans ton monde et tu peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas, comme dans Zelda, en open world, en jeu vidéo. T'es chez toi, tu convoques tes propres souvenirs. Si tu veux aller, moi j'ai eu une de mes histoires où un enfant se noie quand il était petit. J'ai une plage, ma plage, je vais pas l'inventer. C'est la plage, c'est ma plage. Le rocher, le poste de surveillance, les pales planches, les algues, le phare, la jetée. Et en disant ça, les gens, comme toi tu y crois, les gens y croient aussi. C'est ça le ressort pour moi du conte traditionnel. Et les anciens ne faisaient pas de manière tellement différente de la mienne, je pense. Et j'ai 2 questions que je n'avais pas prévues au départ. C'était par rapport justement, on en a parlé tout à l'heure, c'était la différence que tu faisais entre le storytelling classique, enfin qui paraît peut-être plus classique aujourd'hui et qui est connu par les gens, et le conte. Il y a quand même une différence entre les deux, même si c'est un peu la même école. Oui, alors bon, si tu veux, moi, je pars de ma pratique artistique et pédagogique, du fait qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour faire passer un message. Ouais. Alors ensuite, effectivement, ce message, ça peut être acheter des chaussures, des cigarettes, tout ce que tu veux, quoi. Tout est une question de valeur, je pense, de ce que tu vas mettre derrière la puissance de la narrativité et de la force des récits basés sur le canevas des contes traditionnels. Est-ce que ça manque pas justement tout ça dans le monde de l'éducation nationale? Je mets un peu les pieds dans le plat évidemment. Est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser beaucoup plus cette stratégie du conte auprès de nos enfants pour enseigner un petit peu ce qu'on veut, parce que je ne pense pas que ce soit limité uniquement à la littérature ou...
Est-ce que ça manque pas un peu, ça? Ah bah moi j'en suis convaincu, hein. Forcément si tu prêches un convaincu. Moi je suis persuadé que la diégétique, hein, pour parler encore en termes barbares, c'est-à-dire l'art du récit, euh, devrait être plus et mieux mis à profit pour transmettre des connaissances. On a tous, plus ou moins, mais on a tous le souvenir d'au moins un professeur dans notre parcours qui s'est distingué du lot parce qu'il était, comme je te l'ai dit, possédé par sa matière, par son sujet, et qui te faisait vivre la guerre de 14 ou qui te faisait vivre la Révolution française, sans bien sûr y avoir participé, mais comme si on y était. Ouais, sur des sujets qui s'y prêtent peut-être plus que... Oh, je sais pas, ouais, des profs de maths aussi. Hein. Ouais, bah, la preuve, Oui. alors, moi, je sais pas si tu connais cet auteur qui s'appelle Michael Launay, qui a écrit le grand roman des maths, et justement qui commence par raconter l'histoire des mathématiques. Et moi, je trouve ça fascinant parce que du coup, moi qui détestais les maths, ben, on m'aurait enseigné les mathématiques comme ça, j'aurais adoré. Eh oui. Encore une fois, ce pas de côté, il était une fois. Ouais. Si tous les cours commençaient, si l'école commençait par il était une fois, plutôt que taisez-vous, asseyez-vous et ouvrez. J'exagère, mais tu vois, il était une fois. Laissez-moi vous embarquer dans une histoire. Parce que ces professeurs-là, bon, la plupart, j'ose encore espérer qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font. Donc c'est une question finalement de transmettre ta passion. C'est ça. Et les connaissances, après, elles sont dans le tuyau, si tu veux. Ouais. Tu vois ? Mais c'est pas la connaissance pour la connaissance. C'est apprendre à apprendre, apprendre à intéresser, la curiosité. Après, tu peux tout apprendre. Alors aujourd'hui, Nicolas, le conte, évidemment, on a plein d'autres façons de transmettre aujourd'hui. Il y a la vidéo, il y a l'audio, il y a tout ce qu'on veut. Comment est-ce que tu appliques le conte aujourd'hui? Dans quel contexte? Pour qui? À qui tu t'adresses? Et comment est-ce qu'on peut en tirer parti aujourd'hui à l'ère des intelligences artificielles? Alors, je pense que ça va paraître un peu bateau ce que je te dis, mais encore une fois, c'est redonner du sens. Moi, j'utilise le conte de deux manières, qui sont pour moi les deux outils principaux, les deux axes, les deux jambes principales du conte. Alors, le conte, c'est un peu compliqué parce qu'on le met à toutes les sauces, si tu veux. On peut dire un tel est un grand conteur. En fait, on resitue bien le fait que le conte est un art de la parole, c'est-à-dire un art vivant, quelqu'un qui raconte une histoire devant tout le monde. Hein. Et j'y ajouterai en plus une histoire qui est une histoire traditionnelle, sédimentée, qui passe de génération en génération, d'après voilà, le grand répertoire immense, hein, universel, au sens... oui, s'il y a bien une chose d'universelle, c'est qu'effectivement, tous les humains ont inventé des récits. Ces récits traditionnels qui sont transmis de génération en génération font partie d'un grand répertoire dans lequel on va puiser pour aller raconter des histoires aujourd'hui. Donc c'est une galaxie presque infinie d'histoires. Le propre d'une bonne histoire, c'est qu'on se la répète. Hein. C'est ça. Il y a des milliers aussi de récits qu'on a inventés, qu'on a oubliés, pardon. Et donc, aller puiser dans ces récits pour pouvoir peut-être, c'est un grand mot, mais répondre à des questions d'aujourd'hui. Tout part d'un diagnostic très simple qui est que l'humain est un animal qui se raconte des histoires à lui-même individuellement et à lui-même en tant que société. L'adhésion dans des récits collectifs partagés est ce qui fait la société, justement. Ce qui nous sort de l'état de nature. Ce qui fait que nous croyons ensemble à quelque chose et que nous pouvons donc mettre en branle des actions. C'est la politique, hein, tout simplement, c'est la cité. Ces grands mythes-là sont là pour ça. Pour nous dire, avant, il y avait un état du monde qui préexistait, il s'est passé quelque chose et nous avons réussi à rétablir une sorte d'ordre. Alors, je laisse à nos auditeurs et à toi, Vincent, le loisir de réfléchir à peut-être sommes-nous aujourd'hui dans cette crise des grands récits. Peut-être, Quels sont les récits dont nous manquons? Quels sont ceux qui sont aussi en reconstruction, par exemple? Peut-être qu'on a du mal à mémoriser certaines règles, certaines pratiques, et puis l'histoire aussi. On peut remarquer que parfois l'histoire se répète malheureusement,
et pas dans le bon sens. Mais du coup, est-ce que le conte, aujourd'hui, tu l'utilises aussi dans le cadre de l'entreprise? Et comment? Oui, bah alors justement, tu vois, je propose des formations qui peuvent répondre à différentes problématiques du réel, managérial par exemple, en entreprise, en particulier sur des concepts comme la résilience, tu vois, ou la mobilisation des équipes. Comment faire en sorte que face à un problème, il était une fois une entreprise qui vivait sa vie dans un long fleuve tranquille, quand tout à coup, alors ils sont nombreux, hein, les problèmes bien sûr, les organisations humaines sont souvent d'ailleurs des machines à essayer de traiter les problèmes, les hiérarchiser. Alors il y a des problèmes plus importants que d'autres, mais souvent on fait appel à moi quand il peut y avoir même des choses assez critiques. Hein. Ah ouais, je comprends. L'idée est de pouvoir mettre à distance et mettre un nom sur ces problèmes. Alors ça peut aller, mettons les pieds dans le plat, un décès d'un collaborateur, un accident ou quelque chose de violent. Sans vouloir faire une pratique illégale de la médecine ou de la psychanalyse, mais arriver tout simplement avec les mots du conteur et les mots des récits traditionnels pour mettre des concepts symboliques sur des réalités qu'on aurait du mal à aborder de face. Et c'est tout le détour de la fiction. Je te parlais de dragon tout à l'heure, ça peut être une sorcière, ça peut être une forêt maléfique, tout ce que tu veux. La grammaire des contes, la grammaire de l'imagination, comme disait Gianni Rodari. Les épées, les anneaux magiques, les capes, les chaussures d'invisibilité, tout ce que tu veux, qui vont nous permettre justement de mettre des mots sur les mots. Des mots sur le mal. De prendre de la distance avec le problème. Alors du coup, est-ce que le gouvernement t'a appelé récemment? Pas encore, j'attends impatiemment. Lequel? Tu veux dire celui d'avant, celui d'après? Non mais je plaisante, mais ceci dit, si on en revient à cette réalité bassement matérielle, je pense qu'effectivement, là on est dans une crise du sens. Dans une crise du sens qui fait que même en termes de mythe français, de narration française, tu vois, parce que si tu reprends ce que j'ai dit, chaque ensemble humain a son récit. C'est ça qui fait... La France est un récit. Et du coup, la famille aussi, finalement. Oui, tu peux aussi utiliser le conte dans la famille, tu peux l'utiliser dans la classe. Et à tous les niveaux, même moi, je l'utilise personnellement. Alors là, on est sur un terrain que j'aime pas trop oraliser, justement formaliser, parce que je préfère que les gens fassent leur chemin chacun. Mais par rapport à des gens qui peuvent être en souffrance, je dis, écris ton histoire, mais avec les mots du conte. Ah oui. Fais de ton méchant un salaud de conte, faisant un Voldemort ou faisant un dragon, s'il est méchant, ou faisant la vilaine sorcière la vilaine Caraba, j'adore, moi je suis un fan de Kirikou absolu, mais la vilaine Caraba dont il va falloir enlever l'épine, tu sais, qu'elle a dans le dos pour qu'elle redevienne gentille. C'est pas toi, tu te replaces en plus dans un espèce de continuum de 1000 générations, je dis 1000, c'est figuré, mais tu te replaces dans ce qui fait l'humanité depuis le début, ce qui fait que les mecs à côté de ceux qui peignaient des mammouths et des hommes difformes au fin fond de la caverne parlaient certainement, et ça c'est le grand mythologue et préhistorien Jean-Loïc Lequelec qui nous le dit, d'un mythe d'émergence de l'humanité. Tu vois qu'on venait certainement de sous terre et qu'on en est sorti pour se révéler au grand jour, quoi. Donc le récit, nous sommes des animaux politiques, disait je crois Aristote, si je ne veux pas dire de bêtises. Je pense aussi, et c'est lié finalement, nous sommes des animaux poétiques. Nous sommes des animaux qui nous racontons des histoires à nous-mêmes pour pouvoir transformer notre faiblesse première en force. Alors maintenant, effectivement, on est devenu peut-être un peu trop puissant. Il est temps de se raconter une autre histoire pour revenir un peu à l'intérieur de la nature. Les histoires qui sont d'ailleurs en train d'être racontées. Hein. Maintenant, il faut qu'elles deviennent dominantes parce que tu sais que les récits coexistent et se combattent parfois les uns avec les autres. Mais toute cette histoire-là, pour en revenir à notre réalité des interventions en monde de l'entreprise, effectivement, c'est aussi dire nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et nous pouvons réussir ensemble, chacun avec sa force dans ce compagnonnage qu'amènent souvent les histoires. Tu vois, alors on dit compagnonnage guerrier, mais on va dire voilà les chevaliers de la table ronde ou tous les frangins du Petit Pousset ou je sais pas moi comment ils s'appellent, les Avengers de Marvel, hein, qui sont des avatars toujours de très anciennes histoires. On est ensemble, chacun avec ses forces, avec ses faiblesses.
le mal est intervenu, l'accident, la situation, l'élément perturbateur, nous allons mettre en œuvre chacun avec ses forces et ses faiblesses des aventures. Nous allons vivre des aventures qui vont nous permettre de triompher. Et c'est aussi une histoire de la résilience. Pour moi, c'est un mot qui est mis à toutes les sauces, si tu veux, mais c'est quand même très important ce concept. C'est-à-dire que tu peux triompher du mal, en revenir non pas comme avant. C'est ça qu'il faut toujours redire dans l'idée de résilience. L'idée de vouloir revenir comme avant, elle est presque illusoire. Mais tu vas pouvoir rétablir une situation acceptable, normale, en équilibre, qui est la situation finale du conte. Avant que ça rebascule et que ce soit un éternel... Qui se finit toujours bien, tu me le disais aussi. Hein. Pour moi, oui. En général. Pour moi, oui. Dans le conte, en tout cas, et l'objet que je promeus, il faut qu'à la fin, tu retombes sur tes pattes et qu'avant d'aller te coucher, le monde, pour un moment, en tout cas, soit revenu à l'équilibre. Donc, quelque part, le conte peut aussi permettre donc, de remodeler des souvenirs, de les peut-être édulcorer s'il y a besoin, et puis de les réécrire quelque part. Hein, donc, de reformer de nouveaux souvenirs. Alors là, on rejoint ton domaine, mais oui, je pense qu'effectivement, il faut une partie d'oubli et une partie de reformulation de la réalité quand elle est tout simplement inacceptable ou trop difficile à vivre, dans le trauma. Nicolas, j'ai une dernière question pour toi. C'est quels sont tes projets à venir ? On va parler un petit peu de ton actualité quand même. C'est quoi tes projets à venir ? Parce que tu es multicasquette, tu es aussi éditeur, on ne l'a pas dit, mais tu es aussi éditeur. Quels sont tes projets qui... Alors, dans l'immédiat, là, oui, je travaille pour une maison d'édition qui s'appelle Le Livre qui compte, qui promeut justement la puissance de la littérature orale. Là, notre immédiate actualité, c'est de sortir quelques livres l'année prochaine, dont le prochain livre de Patrick Ewen, grand conteur, statut du commandeur des conteurs de Bretagne. Un texte qui, toujours encore une fois, de l'oralité vivante, hein, sur scène, qui a été capté, qui s'appelle La légende de Ronan Kéradaland. On a plusieurs projets comme ça de parution. Jean-Pierre Mathias, aussi un autre conteur du pays de Dole, lui qui nous contera des histoires de la baie du Mont-Saint-Michel. Et puis, ce sont des formations que je vais donner pour le groupe Germe dans le milieu de l'entreprise, justement, pour essayer modestement d'apporter ce que je pense, moi, être des recettes, des outils pour animer des communautés humaines et faire en sorte que tous ensemble nous allions vers un mieux avec, encore une fois, du sens et des valeurs. Et puis j'accompagne aussi dans le monde, l'année prochaine au Chili, des communautés de producteurs. Ça, c'est une activité qui peut paraître assez lointaine de nos thèmes, mais qui pour moi est constitutive de tout ce que je fais autour du patrimoine immatériel, autour des indications géographiques protégées, c'est-à-dire avec l'appui de la coopération, d'agences de coopération, intervenir comme expert et consultant auprès des communautés de producteurs pour qu'elles se racontent à elles-mêmes leur histoire sur la zone d'appellation d'origine contrôlée, leur manière de travailler tel produit, de manière de leur savoir-faire, pour mettre ça en forme dans un cahier des charges et permettre de protéger ce savoir-faire, ces zones d'origine, et puis permettre à ce que cette segmentation du marché induite par ces techniques-là, d'IGP ou d'AOC, leur permettent de vivre décemment d'une activité décente. Donc là, on retrouve même à ce niveau-là, on retrouve l'idée du conte. Et je rajoute que tu es aussi impliqué dans des mises en scène graphiques, ou plutôt, on va dire, vidéo. Tu sais, là, ce qu'on appelle les comment on appelle ça d'ailleurs ? Oui, c'est le mapping. Hein, c'est que, voilà, donc, si vous passez par Pimpon, eh bien, vous pouvez venir voir en tout cas une création de Nicolas. Donc, qui est raconté sur les murs de quoi, l'hôtel ? Sur la façade de l'abbaye du 13e, au cœur de Brocéliande, jusqu'au 5 janvier. 5 janvier, bon, après, il y aura certainement des vidéos là-dessus, non, tu crois ? Oui, ouais, j'espère. On retrouvera ça. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ton partage. Et encore une fois, donc, je vous encourage à vous intéresser au conte. Vous retrouvez le lien donc, de tout ce que fait Nicolas sous ce podcast quelque part sur la page. Et on se retrouve très, très bientôt. Merci, Nicolas. Merci à toi, Vincent. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secrets.com ainsi que le MemoCamp pour entraîner votre mémoire toute votre vie.
Inscrivez-vous pour rester informé. À très vite.